en cours à Bruxelles entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, notamment Mercosur qui regroupe, je vous le rappelle, 4 pays d'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Ces discussions, elles portent sur un accord de libre-échange, mais un accord qui a bien du mal à être concrétisé, et ce depuis de longues années. On va essayer de comprendre pourquoi avec nos invités du soir. Maurice Lemoine, spécialiste de l'Amérique latine, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique. Merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde et en direct avec nous également depuis Bruxelles. Saskia Bricmont, députée européenne du groupe belge des Verts. Merci à vous également, Saskia Bricmont, d'être avec nous. Je me tourne déjà vers vous, Maurice Lemoine. Cet accord de libre-échange est en négociation depuis 23 ans, on peut le dire, hein, grosso modo. Lula le soutient, la Commission européenne le soutient aussi. Mais il y a un blocage au Parlement européen. Pourquoi? On aimerait comprendre pourquoi est-ce que ça bloque autant. Alors c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça parce que cet accord, effectivement, qui est en négociation depuis maintenant très longtemps, était à 2 doigts d'être signé en 2019. Lorsque, par exemple, le Brésil avait comme président Jair Bolsonaro, qui était un président de droite, extrême même, Mauricio Macri en Argentine. Et il se trouve que les Européens et la Commission étaient un peu gênés de signer cet accord avec Bolsonaro, qui n'était pas un personnage particulièrement sympathique, et on a donc attendu un tout petit peu. Mais il se trouve que précisément, Lula n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un certain nombre de refus de cet accord, alors qui viennent de différentes parties. Ceux qui sont le plus chauds pour l'accord, c'est la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Si vous parlez aux écologistes, et je crois que nous avons une eurodéputée écologiste avec nous, elle va vous dire qu'elle est contre. Et le Brésil et l'Argentine émettent également des protestations parce que a été rajouté ce qu'ils appellent un accord additionnel avec lequel ils ne sont pas d'accord du tout, dans la mesure où cet accord prévoit des sanctions. C'est pas forcément que cet accord soit malvenu sur le thème, hein, puisqu'il s'agit en réalité de faire en sorte que ne soient pas importés en Europe des produits qui résulteraient de la déforestation ou des produits OGM. Mais le simple fait pour l'Union européenne de parler de sanctions indispose très profondément les Latino-Américains qui, par ailleurs, craignent pour leurs petites, leurs moyennes entreprises et l'industrialisation de leur pays. On va justement passer la parole à Saskia Bricmont. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Maurice Lemoine? Ce sont sur ces points de désaccord qu'il va falloir travailler désormais? Oui, tout à fait. Donc du côté du Parlement européen, il y a une partie du Parlement européen qui s'y oppose. L'unanimité était plus grande, en tout cas le consensus était plus grand pour dénoncer l'accord en 2019 qu'aujourd'hui. Il y a un plus grand appétit aussi de la part des groupes politiques, surtout de droite, mais aussi hispaniques, de soutenir cet accord au nom d'une géopolitique qui a évolué, notamment avec la guerre en Ukraine et l'importance de se positionner face à des puissances comme la Russie et donc de conclure un tel accord. Mais effectivement, les différents éléments que Maurice vient de mentionner sont problématiques. En matière de déforestation notamment, du côté de Lula, il a aussi pointé la problématique des services publics, des marchés publics plutôt, donc de la possibilité de pouvoir protéger les marchés publics et l'accès de l'industrie latino-américaine et surtout brésilienne aux marchés publics brésiliens pour éviter que les compagnies européennes finalement soient celles qui soient sélectionnées majoritairement dans le cadre des marchés publics. C'est un des autres éléments qu'il a mis sur la table. Mais bon, de part et d'autre, si on écoute la société civile, et nous sommes effectivement en tant qu'écologistes aux côtés de la société civile dans leurs revendications, on sait qu'un tel accord n'est plus du tout compatible en fait avec les objectifs et les enjeux actuels. L'actualité est au feu de forêt. Finalement, notre planète est littéralement en train de brûler et on sait qu'il y a des politiques comme la politique commerciale qui contribuent au dérèglement climatique. Et donc, il faut fondamentalement revoir nos relations commerciales et les rendre compatibles avec l'accord de Paris sur le climat, qui est un accord international aussi ratifié par les pays du Mercosur, avec l'accord sur la protection de la biodiversité qui est intervenu fin décembre 2022, et avec plus globalement les objectifs de développement durable. Saskia, on va demander justement à Maurice Lemoine son avis sur un point très particulier. Qui seraient les grands gagnants et qui seraient les grands perdants si cet accord était mis en place? Si cet accord a été mis en place, les grands gagnants, ce serait l'agronégoce
en Argentine, au Brésil, qui s'est effectivement étendue au détriment de l'agriculture, une agriculture paysanne, en tout cas raisonnable. Ce serait l'industrie agroalimentaire, les grosses sociétés qui seraient les principaux gagnants. Et qui ont quasiment en grande partie contribué à la déforestation de l'Amazonie, puisque c'était à l'ordre du jour. Et chez nous, ce serait évidemment les grandes entreprises et les multinationales. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est dans le cadre d'un traité de libre-commerce classique que depuis des années maintenant, dans ce qu'on a appelé l'altermondialisation, les gauches, aussi bien latino-américaines qu'européennes, dénoncent. Mais pourtant, je me retourne vers Saskia Bricmont. Pourtant, Saskia Bricmont, les pays d'Amérique latine vont respecter, si cet accord est mis en place, des normes environnementales davantage strictes. Ça, c'est plutôt une bonne chose pourtant. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que quand on regarde le contenu de l'accord, donc vous l'avez dit, qui a été négocié sur base d'un mandat d'il y a 20 ans, donc il n'intègre pas les objectifs actuels de Paris sur le climat ou sur la biodiversité, et il n'y a pas de chapitre de développement durable contraignant, tel qu'ils peuvent exister dans les nouveaux accords commerciaux. L'accord du Mercosur est basé vraiment sur un ancien modèle qui n'intègre pas ces enjeux. Donc s'il y a un non-respect, que ce soit de l'Union européenne ou des partenaires des pays du Mercosur, eh bien, il n'y a pas de levier via cet accord pour sanctionner le non-respect des objectifs. Et c'est un des problèmes. Un autre problème criant, je donne un exemple très concret, ce sont les normes de production pour les agriculteurs. Et c'est aussi pour ça que le secteur agricole européen dénonce cet accord, puisqu'ils sont soumis à des normes strictes, notamment en matière d'utilisation de pesticides, qui ne sont pas les mêmes dans les pays du Mercosur et particulièrement au Brésil, qui est un des plus grands utilisateurs de pesticides au monde. Et les denrées agricoles qui sont produites à l'aide de ces pesticides au Brésil vont être importées sur le marché européen. Donc c'est cette fameuse problématique des clauses miroirs, le fait que les standards ne sont pas les mêmes. Je vais vous donner un exemple très parlant aussi, c'est qu'une étude récente a été menée par la société civile, par Greenpeace, sur les citrons verts importés du Brésil, en France, en Belgique, sur les marchés européens et qui contiennent des pesticides qui sont interdits sur le marché européen et qui sont directement consommés par les consommateurs européens. C'est un des aspects qui n'est pas réglé par le traité, puisque le traité ne prévoit pas de renforcer les contrôles, notamment aux douanes, de l'entrée de ces produits sur le marché. Donc on va se retrouver de facto avec des produits qui contiennent des pesticides interdits, tout en sachant que notre industrie européenne continue à exporter ces pesticides, ces produits chimiques interdits à la vente sur le marché européen. Donc on se permet, en tant qu'Européens, de polluer dans les pays qui ne respectent pas ces mêmes normes environnementales. Donc c'est là qu'il faut rétablir un équilibre, renégocier cet accord de fond en comble pour intégrer notamment des normes communes en matière environnementale. Maurice Lemoine, au final, est-ce que, selon vous, cet accord pourrait passer ou est-ce qu'on va avoir une opposition jusqu'au bout? Non, là on sait, en gros, on est même quasiment certain qu'il n'y aura pas de signature d'un accord entre l'Union européenne et le Mercosur lors de cette réunion, qui d'ailleurs n'est pas une réunion Union européenne-Mercosur, mais qui est une réunion Union européenne-CELAC, communauté des États latino-américains. Il y a 33 pays au total. Il y a 33 pays. Oui. Et dans ce cadre-là, il y aura des conversations sur le Mercosur, mais ça n'est pas l'objet de ce sommet. Mais en tout état de cause, Lula, en tout cas, l'a dit très clairement, et le président argentin, ce traité ne sera pas signé là. Et pourquoi la Commission européenne tient tant à la signature de cet accord? Si je réponds d'une manière très simpliste, c'est que la Commission européenne est très néolibérale. Et donc c'est le business avant tout, alors qu'effectivement, au-delà des discours sur la protection de l'environnement, le réchauffement climatique, il y a un certain nombre de lobbies qui, à Bruxelles, font pression pour que cet accord soit signé le plus vite possible. Saskia Bricmont, un dernier mot concernant les agriculteurs européens. Ces agriculteurs européens, si bien entendu le projet passait, ils ne pourront pas vraiment concurrencer éventuellement leurs homologues sud-américains. Il y aura des conséquences économiques également pour eux. Très clairement, et c'est aussi pour ça que ce deal est appelé communément voiture contre agriculture. On va exporter nos voitures qui ne pourront plus être vendues sur le marché européen vers les pays latino-américains et en échange, ils vont importer leurs produits agricoles et notamment le soja qui alimente le bétail par exemple sur le marché européen. Il y a aussi la question des quotas et des quotas de bœuf qui sont quand même élevés et donc il y a une partie de viande
latino-américaine, brésilienne, argentine, qui va également débouler sur le marché européen et mettre en concurrence finalement les agriculteurs, là où on estime qu'on doit revoir nos modèles agricoles, qu'ils soient européens, qu'ils soient aussi dans les pays partenaires, pour faire en sorte que l'agriculture devienne avant tout nourricière de la population locale, de la population régionale, avant d'exporter finalement des produits qui doivent être exportés parce qu'ils ne seraient pas, voilà, qu'on ne pourrait pas les produire de manière régionale, de manière locale. Donc c'est pour ça qu'on veut revoir l'ensemble des paramètres pour faire en sorte qu'ils profitent avant tout à la population et au développement économique local. Maurice Lemoine, un dernier mot de conclusion. Lors de cette rencontre, il n'y a pas eu un mot sur l'Ukraine. Le dossier de l'Ukraine a été enlevé de l'ordre du jour. Bien sûr, parce que les Latino-Américains ne souhaitent pas que ce sommet entre l'Europe, on va dire très vite, l'Union européenne et l'Amérique latine, se centre sur l'Ukraine dans la mesure où ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas sur les mêmes positions que les pays de l'Union européenne. Et effectivement, le président en exercice de l'Union européenne, Pedro Sánchez, avait invité sans avertir personne Volodymyr Zelensky, et un certain nombre de pays latino-américains ont imposé qu'il ne soit pas invité, et y compris ont demandé que toutes les parties concernant l'Ukraine soient enlevées du communiqué final. On verra ensuite au terme des négociations ce qu'il en sera. Mais là, l'Amérique latine indique très clairement son indépendance par rapport aux politiques et de Washington et de Bruxelles. Et merci beaucoup Maurice Lemoine.